Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. C'est pour moi un grand bonheur de confirmer que cette publication, élaborée de conserve avec Philippe, qui me succédera, nous a donné un petit peu de fil à retordre, tant l'idée d'universalisme est le lieu de beaucoup de confusion, de malentendus, mais autant de défis qu'il nous faut relever pour lutter contre les tentations du repli nationaliste mal compris, du repli corporatiste, du repli européiste, mais aussi du repli humanitariste abstrait qui consiste à parler du genre humain en général, sans voir que le genre humain commence par mon voisin de palier, dont, comme par hasard, le courrier n'a pas été relevé depuis un mois et dont je devrais peut-être un tout petit peu me soucier. Voilà, donc très bonne lecture. Bon, la couleur du noir derrière, c'est pas très heureux, mais on fait comme on peut. Voilà, c'est pas un faire-part, c'est un faire-valoir. Donc bonjour à tous, quelques mises au point dans le quart d'heure qui nous a été fraternellement alloué par Jacques Garat, aujourd'hui notre père, frère à tous. Maître des cérémonies s'il en est. Et ô combien classe. Voilà, Jacques Garat est très classe, comme disent les jeunes. Donc, l'expression, est-ce que là vous m'entendez bien suffisamment? Ou je prends un micro? Bon, je vais. Alors, l'expression, comme notre ami l'a signalé, l'expression République universelle constitue dans la mémoire de la République une sorte de mistigris qu'on se refile de génération en génération sans voir les malentendus dont il peut être l'otage, hein, ce mot, cette expression. Il me semble qu'il faut commencer par repérer deux réductions, pas contresens, mais oui, vision partielle, sens partiel de cette expression république universaliste ou universelle. Pourquoi ? Parce que ces deux contresens font leur chemin un peu spontanément dans les esprits qui ne veulent pas réfléchir. Hein ? Bref, comme dit Peggy, commençons par voir les mots tels qu'ils sont pour voir ensuite tels qu'ils sont devenus, ce qu'ils sont devenus. Hein ? À négliger le mot civique, mes amis, eh ben on a laissé fleurir cette espèce de terme improbable dont le centre est partout et la circonférence nulle part, j'ai nommé le sociétal. Voilà, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais ça fait bien. Alors que ça n'a strictement aucun sens philosophique, humaniste. Donc l'expression République universelle est bien déconcertante, car elle réveille spontanément deux attitudes qu'il nous faut dépasser pour essayer de donner une définition, disons, opérationnelle, à la fois intellectuellement fondée et surtout humaniste, mobilisatrice. La première attitude consiste à suivre les pas, le sillage, d'un personnage extrêmement attachant. On pourrait faire des films avec ce qu'il raconte. Louis-Charles Fougeray de Montbron, il l'a dit, le cosmopolite ou le citoyen du monde. Remarquable édition. Et on a affaire ici à un personnage qui a de l'universalisme une conception touristique, dilettante et hédoniste. Casanova, Beaumarchais ne sont pas loin. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que nous trouvons chez ce personnage une sorte de genèse de ce que Jean-Pierre Chevènement a appelé, il y a une quinzaine d'années, un exemple d'élite mondialiste, mondialisée, déterritorialisée. Il se promène pendant 7 ans dans l'Europe des Lumières, il vante la capacité de jouir n'importe où, de parler, et cette liberté de parole, il l'assimile à un certain universalisme spontané. Bref, Fougeray de Montbron, c'est l'ancêtre des bobos actuels. On touche à tout, on ne s'attache à rien. Étonnons-nous qu'ensuite, d'autres, commettant d'autres contresens, versent dans le repli identitaire qui cloue les individus à des appartenances, à leur quartier, à leur communauté, voire à leur classe sociale. Or, les choses ne sont pas si claires.
heureusement, à côté de cette vision dilettante de l'universalisme qui revient à dire qu'on est bien chez soi partout, à condition de considérer que la vie est une grande partie de trottinette. Voilà. C'est pas forcément critiquable, mais c'est, disons, problématique. En tout cas, cet usage dilettante et aristocratique de la notion de république universelle rend bien compte tout de même de l'unité civilisationnelle de l'Europe des Lumières qui rend possible, cette fois-ci, le vrai sens plein, épanouissant de la notion de république universelle. Mais pour cela, il faut neutraliser un deuxième défaut. Donc, premier défaut, le dilettantisme touristique. Je vous signale que faire son tour touristique, c'est une pratique de l'aristocratie des Lumières. On va faire un tour, quoi. À côté de cela, et presque en opposition, pour montrer l'étendue du spectre sémantique de la notion de république éclairée, vous avez évidemment la générosité d'Anaxarchis Klotz, qui, le 26 avril 1793, il était surnommé l'orateur du genre humain, c'est vous dire. Son enthousiasme s'exprime dans un projet de décret dont je lis simplement les 2 premiers articles, faute de temps. Premier article. Il n'y a d'autre souverain que le genre humain. Voilà. Formidable. Deuxièmement, tout individu, toute commune qui reconnaîtra ce principe lumineux et immuable sera reçu de droit dans notre association fraternelle, dans la République des hommes, des Germains, parce qu'il est d'origine prussienne, des universels. Voilà. On ne dit plus je suis un homme, on dit je suis un universel. Cette générosité honore Anaxarchis Klotz est toute une partie généreuse, universaliste pour le coup, de la Révolution française. Sauf que une certaine vision bonapartiste de la Révolution, qui se vit comme continuatrice, c'est elle, bonapartiste, a utilisé l'universalité pour justifier un crypto-impérialisme français, dont on sait ce qu'il a donné aussi. Et nos ennemis utilisent ce second contresens de l'universalisme pour faire croire que la Révolution est grosse du bonapartisme. Je crois que c'est un contresens. Je crois que c'est un contresens que nos ennemis identitaires, communautaristes, cultivent à dessein. Heureusement, évitant ces 2 défauts, la tradition maçonnique cultivée par le Grand Orient de France qui nous accueille, j'allais dire Lafayette, a réussi à conjurer ces 2 défauts. Mais comment comprendre la puissance émancipatrice de l'idée de république universelle en maçonnerie si on ne voit pas les 2 ennemis? Alors je fais mon malin en disant ces 2 ennemis sont toujours en nous. Dès que nous cessons de réfléchir à la puissance médiatrice, mobilisatrice, fraternisante de l'idée de république universelle, nous retomberons dans les défauts. Bref, un bobo dilettante dort en nous et un impérialiste dort en nous. Il me semble que si on regarde de près la tradition maçonnique, qui irait, j'allais dire, de Ramsay à Voltaire et à Benjamin Franklin, initié maçon en même temps que Voltaire, mais aussi en faisant un détour par la notion de république des lettres, et encore mieux de la notion d'Atlantide chez Condorcet. Atlantide, ce n'est pas le péplum italien que vous avez en tête. Non, l'Atlantide, c'est la représentation d'une Europe des Lumières qui réussirait à fédérer les esprits tout en respectant les nations et les peuples. Voilà le défi. Alors, on doit à Montesquieu, qui donc, à mon avis, s'exprime et se développe dans les beaux discours de 1737-1738 de Ramsay, une intuition. C'est qu'entre l'individu et la République universelle, le travail maçonnique a comme charge, honneur, responsabilité de faire naître, de faire jaillir l'étincelle de l'universel dans toutes les instances intermédiaires qui permettent à un individu d'intensifier sa vie, de se dévouer aux autres et d'affirmer son amour de l'humanité. J'ai en tête sa famille, la République, qui est pour nous, dans la tradition humaniste républicaine, une instance civique. La nation, pour nous, elle est civique, elle n'est pas ethnique. Gros contresens de la droite, fut-elle républicaine.
mais aussi puissance médiatrice de l'Europe. Donc rien n'est plus anti-humaniste que cette Europe européiste qui se vit elle-même comme marché commun. C'est le cas, vous vous souvenez, sondez les origines et vous perdrez tous les respects, nous dit Nietzsche. Je crois qu'il a raison. Que nous dit Montesquieu? Si je savais quelque chose qui me fût utile et qui fût préjudiciable à ma famille, je la rejetterais de mon esprit. Si je savais quelque chose utile à ma famille et qui ne fût pas à ma patrie, je chercherais à l'éviter. Si je savais quelque chose utile à ma patrie et qui serait préjudiciable à l'Europe, ou bien utile à l'Europe, préjudiciable au genre humain, Anacharsis Clotes, vous avez compris qu'Anacharsis Clotes va trop vite en besogne. Il a raison, mais il finit par avoir tort en ayant trop vite raison. La maçonnerie, c'est aussi un art de polir sa pierre et d'apprendre la patience dans la construction. Ou alors j'ai rien compris. Que nous indique, à partir de cette perspective centrale de Montesquieu, Ramsay, Condorcet? Mais c'est que tout simplement, l'universalisme militant, fraternel, c'est dès maintenant. C'est lorsqu'en loge ou dans les associations qui s'inspirent de l'esprit de construction maçonnique, eh bien, nous tenons toutes les choses à la fois. Le respect de l'individu, de sa liberté de conscience, le respect de la sphère privée, comme dit Marx, attention, souvent et trop longtemps la femme a été dans la famille comme le prolétariat dans la société. La nation, la grande nation révolutionnaire française, où chaque individu s'honore du titre, du nom de citoyen. L'Europe, aujourd'hui, qui fait semblant de nous intéresser, où quelques listes font semblant, comme dit le général, l'Europe, oui, mais si tu vides l'Europe humaniste de sa puissance émancipatrice pour nous apprendre l'universel, alors l'Europe devient une sorte de country club pour nantis. Bref, dans le dossier que notre ami vient de signaler, je vous renvoie, certes à nos contributions, mais au très beau travail de Pierre-Yves Beaurepaire, qui montre comment une sociabilité savante, tout au long du XVIIIe siècle, a été le creuset de cette République universelle des lettres. Terminons en disant que, en prenant une belle métaphore de notre ami Patrick Kessel, car l'originalité du travail maçonnique, c'est bien sûr de l'individu à sa famille, de sa famille à la patrie, de la patrie à l'Europe et de l'Europe à l'humanité tout entière, oui, mais sans oublier les instances intermédiaires où nous devons, alors ne me demandez pas comment parce que tous les jours je cherche, nous pouvons faire jaillir l'étincelle de l'universel. Il y a une manière universaliste de respecter sa conjointe ou son conjoint, voire ses enfants. C'est ce qui fait d'ailleurs la différence entre un parent et un géniteur. C'est pas parce que tu es géniteur que tes parents, ça se saurait. Et il y aurait moins de fugues. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit à la maçonnerie d'opérationnaliser l'idée de république, de calmer les impatiences tout en ne décourageant pas les volontés. Bref, nous avons, et je termine là-dessus, nous avons un devoir de rendre notre universalisme plus mélioriste qu'il n'est. Le méliorisme est l'âme de l'humanisme. Pourquoi ? Parce qu'il montre que, quelle que soit la situation, nous pouvons améliorer, méliorisme, les choses. Citation de Condorcet. Qu'importe que tout soit bien, pourvu que nous fassions en sorte que tout soit mieux qu'il n'était avant nous. Je trouve ça de la gueule. Parce que tout fatalisme statistique, toute plainte, toutes les raisons de ne pas agir sont contredites par cette belle formule. Vous savez, fatalisme statistique, vous projetez sur l'avenir des enfants, notamment, les conditions déplorables socio-éducatives des parents. Tranquille. Tout ça pour aboutir à quoi ? À montrer que Fougeray de Montbron n'a pas tort, que Anacharsis Clotes n'a pas tort, mais il pêche l'un par naïveté dilettante, c'était un rentier, l'autre par impatience révolutionnaire. Ça se comprend, mais on dépassera ces illusions que si on prend au sérieux l'avertissement
et je termine vraiment là-dessus, de Condorcet, plus la civilisation s'étendra sur Terre, plus on verra disparaître la guerre et les conquêtes, comme l'esclavage et la misère. Mes amis, mes frères, mes sœurs, merci. Bonjour à tous, mes frères, mes sœurs, mesdames et messieurs. Je vais tenter de compléter un peu le propos de Charles Coutel, qui a déjà posé les bases essentielles du débat que nous aurons par la suite, je l'espère, en revenant peut-être plus précisément sur la manière dont les francs-maçons ont conçu cette idée de république universelle et comment nous pouvons, à travers ce qui a été fait au début du XVIIIe siècle, tirer un fil rouge pour arriver jusqu'à aujourd'hui et voir comment les choses s'articulent depuis 3 siècles. Charles Coutel l'a évoqué rapidement. Il y a un texte clé que nous ne pouvons pas ignorer, francs-maçons et tous ceux qui s'intéressent à la franc-maçonnerie, c'est en effet le fameux discours du chevalier de Ramsay. Donc prononcé, il y en a plusieurs versions, entre 1736 et 1738. Donc discours dit de la République universelle. Je vous cite simplement un extrait, parce que ce discours est assez long. Et il dit ceci: « Les hommes ne sont pas distingués essentiellement par la différence des langues qu'ils parlent, des habits qu'ils portent, des pays qu'ils occupent et des dignités dont ils sont revêtus. Le monde entier n'est qu'une grande république dont chaque nation est une famille et chaque particulier un enfant. C'est pour faire revivre et répandre ces essentielles maximes prises dans la nature de l'homme que notre société, donc la franc-maçonnerie, fut d'abord établie. Nous voulons réunir tous les hommes d'un esprit éclairé, de mœurs douces et d'une humeur agréable, non seulement par l'amour des beaux-arts, mais encore plus par les grands principes de vertu, de science ou de religion, où l'intérêt de la confraternité devient celle du genre humain tout entier, où toutes les nations peuvent puiser des connaissances solides, où les sujets de tous les royaumes peuvent apprendre à se chérir mutuellement sans renoncer à leur patrie. » Ce discours est important parce qu'il a eu une influence considérable au XVIIIe siècle. Il était un best-seller. Il était considéré comme, pour la franc-maçonnerie, comme une espèce de feuille de route. Pour la franc-maçonnerie française, en tout cas, Ramsay était un Irlandais, si ma mémoire est bonne, arrivé en France, très vite proche de Fénelon, converti au catholicisme, et donc qui fait un parcours brillant au sein de ce qui deviendra par la suite le Grand Orient de France, donc l'obédience dans laquelle nous sommes aujourd'hui réunis. C'est un discours qui apparaît en effet comme une feuille de route de la franc-maçonnerie qui posera les bases de son ambition. Il faut se replacer dans le contexte dans lequel cette franc-maçonnerie s'est développée en France, sur le continent, à partir des années 1720 et 1730. Nous sommes, bien sûr, nous suivons nos amis anglais, dans laquelle Angleterre, la franc-maçonnerie spéculative est née, 1717, même si les historiens, les spécialistes se querellent sur la dimension de cette date. Bon, retenons néanmoins cette idée que cette franc-maçonnerie spéculative naît en 1717 en Angleterre et qu'elle arrive sur le continent dans les années 1720, qu'elle se propage très rapidement dans les années suivantes. Nous sommes dans un contexte en France singulièrement différent de celui qui règne en Angleterre. Pourquoi ? Parce que nous sommes en France dans une monarchie absolue de droit divin, alors qu'en Angleterre, on est déjà passé à une forme de monarchie constitutionnelle. Et on est également
dans un pays où l'Église catholique est dominante, où elle règne aussi sur les esprits depuis longtemps, et nous ne sommes qu'à quelques dizaines d'années seulement de la révocation de l'édit de Nantes. Notre pays a été traversé par un certain nombre de guerres de religion, qui laissent d'ailleurs encore des traces aujourd'hui dans les mémoires et notamment dans un certain nombre de régions. Donc nous sommes dans ce contexte d'un absolutisme politique, d'un absolutisme religieux que ne connaît pas l'Angleterre. Et cette franc-maçonnerie, elle va s'implanter, elle va se diffuser très largement dans ce XVIIIe siècle des Lumières, que Charles Coutel a très bien évoqué, en proposant de réunir des hommes, pour les femmes ça viendra plus tard, et on l'évoquera aussi si vous le souhaitez, en proposant de réunir des hommes que tout sépare à l'extérieur, qui sont dans la vie civile, dans l'ordre social, distingués, séparés. Ils ne peuvent pas s'adresser les uns aux autres à l'extérieur, dans la vie sociale. Et ils vont se retrouver, ces hommes, de conditions extrêmement différentes, des hommes de la noblesse, de la haute noblesse, de la moyenne, de la basse noblesse, des hommes du clergé, beaucoup de prêtres, beaucoup de moines, quelques évêques, beaucoup de pasteurs, et puis des roturiers de diverses conditions, que ce soit des commerçants, des artisans, des bourgeois, des hommes de loi, de différentes conditions. Bien sûr, ils savaient lire et écrire. Donc, nous étions tout de même dans une société un peu élitiste. Mais ces hommes qui étaient séparés à l'extérieur par l'appartenance à un ordre, lequel ordre vous attribuait des droits différents, se retrouvaient dans les loges maçonniques, d'abord dans un espace de liberté où ils pouvaient tout se dire. Ils pouvaient tout se dire. Alors, je schématise un peu parce que les choses sont un peu plus subtiles que ça. Je fais à la hache. Hein. Bon. Ils pouvaient tout se dire. C'est-à-dire que, notamment, un prêtre, voire un évêque et un pasteur, dont on ne pouvait pas imaginer qu'à l'extérieur, ils puissent s'adresser l'un à l'autre, et que les guerres de religion avaient séparé, qu'ils étaient invités par leur hiérarchie respective plutôt à s'entretuer qu'à dialoguer entre eux, se retrouvaient en loge dans un espace protégé dans lequel ce qu'ils se disaient n'allait pas être répété à l'extérieur. C'est aussi l'une des origines du secret maçonnique. C'est l'idée selon laquelle, en effet, ce qui va se dire en loge ne va pas être propagé, répété, répercuté à l'extérieur. Donc ces hommes se retrouvaient dans cet espace de liberté, et puis ils se retrouvaient aussi, de façon complémentaire, sur un pied d'égalité. Et le bourgeois qui, à l'extérieur, s'adressait au noble en lui disant « Monsieur le Duc » ou à l'évêque « Monseigneur », eh bien, il s'adressait dans la loge, encore une fois, je caricature un peu parce que un certain nombre de traditions demeuraient, mais ils s'adressaient les uns les autres en s'appelant « mon frère ». Et donc là, on a un contre-modèle social institutionnel qui s'instaure avec la franc-maçonnerie. Bien sûr, nous sommes dans ce siècle des Lumières où les choses progressent. Montesquieu a été cité, l'aventure de l'encyclopédie va démarrer à partir des années 1740. Nous sommes dans un pays qui vit, où la vie des idées se renouvelle, et déjà le siècle précédent a fait son œuvre pour ouvrir les esprits. Donc on réfléchit, on s'ouvre aux idées nouvelles, il y a un formidable brassage intellectuel qui s'opère d'ailleurs pas seulement dans notre pays, mais dans toute l'Europe. C'est aussi l'Europe des Lumières, on pourra y revenir aussi si vous le souhaitez. Et donc, on est aussi dans un pays où vont se développer les salons littéraires, dans lesquels, pour le coup, alors, ce n'est pas le cas en maçonnerie, mais les femmes vont jouer un rôle souvent prépondérant, les femmes de la noblesse, notamment. Et donc, nous sommes dans ce contexte général d'ouverture, de brassage, de rencontres, de cosmopolitisme, propre à ce siècle,
Et la franc-maçonnerie n'est en revanche que la seule institution qui propose de casser les codes, de s'affranchir des catégories du monde profane, d'abolir les catégories du monde profane. Dans la loge, on est dans un espace, en effet, où l'égalité règne et où la liberté de se dire un certain nombre de choses est garantie. C'est la raison pour laquelle, en ayant entre eux des rapports de liberté et d'égalité, les francs-maçons vont pouvoir développer aussi des rapports de fraternité les uns à l'égard des autres. Donc, cette idée de république universelle telle qu'elle est définie par Ramsay, elle est très importante dans cette partie du discours que je vous ai cité, parce que vous voyez bien que ce qui intéresse à l'époque la franc-maçonnerie, c'est de réunir des hommes à travers leurs projets, à travers ce qu'ils veulent construire, de ce qu'ils veulent bâtir. Cette utopie, parce que nous considérons, nous autres maçons, que la République universelle est une utopie. C'est un cap, c'est un horizon. C'est une idée que nous ne verrons jamais se réaliser. Mais il constitue, en effet, le chemin que nous empruntons pour essayer de bâtir une société meilleure. Et donc, on réunit des hommes, non plus comme la société le fait à l'extérieur, à travers leur appartenance à un ordre dans lequel ils sont déterminés. Vous êtes noble ou vous êtes roturier de la naissance jusqu'à la mort. Vous êtes déterminé par vos origines, par vos héritages, par votre passé, par votre histoire. C'est cela qui va guider non seulement votre existence, va la restreindre dans ses possibilités, et puis va vous conduire à avoir des droits différenciés selon que vous appartenez, encore une fois, à tel ou tel ordre. Et ce que propose l'institution maçonnique à l'époque, c'est de réunir en effet des hommes qui ne sont plus si attachés au passé que la société qui les environne, mais au contraire se projettent vers l'avenir. Et nous trouvons là évidemment une logique implacable avec l'idée de la franc-maçonnerie, cette idée que l'homme est perfectible, cette idée que l'homme peut s'améliorer. J'en reviens en effet au terme de méliorisme que Charles Coutel citait tout à l'heure. C'est cette idée que les francs-maçons construisent à la fois leur temple intérieur et le temple extérieur, qu'ils sont sans cesse en construction, qu'ils sont sans cesse en capacité de se remettre en question, de se remettre en cause, de s'interroger eux-mêmes sur ce qu'ils sont, d'où ils viennent, et de se projeter vers l'avenir pour considérer que le parcours maçonnique, le chemin initiatique n'est jamais terminé, que l'homme se remet sans cesse, encore une fois, sur le chantier, et que les maçons, depuis les origines, sont d'abord là pour combattre leurs propres préjugés. Parce que ils ont, ces francs-maçons, depuis 3 siècles, la prétention, la réputation de vouloir combattre les dogmes, de vouloir faire en sorte de faire tomber les préjugés de la société qui les environne, mais ils ne seront d'autant plus efficaces à le faire qu'ils seront aptes à combattre leurs propres préjugés et leurs propres dogmes, en ce sens que ce sont nos dogmes, ce sont nos idées reçues, celles dans lesquelles nous nous trouvons confortablement installés, que nous n'interrogeons plus parce qu'elles nous paraissent des évidences. Et pour le franc-maçon, il n'y a jamais d'idée évidente. Tout peut être passé au crible de la raison, de la critique, dans le cadre de la démarche maçonnique qu'on est invité évidemment à reproduire lorsqu'on est sorti du temple. Donc cette idée, et je ne veux pas dépasser mon temps, je ne sais pas ce que j'ai fait de ma... Ah ben si, elle est là-bas. Bon. Cette idée donc de république universelle, elle nous invite donc à penser un homme selon cette conception universaliste, donc qui le projette vers l'autre, qui le projette vers autrui, qui le projette vers un autre horizon que celui qui lui a été légué par l'histoire, par les héritages, par le passé. Il y a 2 conceptions de l'homme, grosso modo. Après, on peut trouver des nuances. Mais il n'y a que 2 conceptions de l'homme. Ou une conception universaliste, encore une fois,
qui le projette vers l'autre, le projette vers d'autres horizons géographiques, humains, philosophiques, ou une conception essentialiste, c'est-à-dire qui le ramène sans cesse à ce qui lui a été légué par des moyens qu'il n'a pas choisis, où l'homme se construit, et c'est tout l'objectif de ce que Emmanuel Kant disait lorsqu'il répondait lui-même à la question qu'il s'était posée, qu'est-ce que les Lumières? C'est pour l'homme sortir de l'état de minorité, c'est-à-dire s'affranchir de toute tutelle, qu'elle soit individuelle ou collective, pour se construire, pour se déterminer, pour devenir, grâce à l'acquisition de savoir et de connaissances, un être autonome, capable de se construire. L'idée essentialiste de l'homme, elle le restreint dans son passé. Elle l'invite à ne reproduire que ce qui lui a été légué. Il n'est là que pour transmettre ce que ses ancêtres lui ont eux-mêmes inculqué. Il est détenteur d'un patrimoine génétique, ethnique, social, culturel, et il est là pour rester dans ce couloir. Voilà quelle est la conception essentialiste de l'homme, vous savez, la formule de Jean-Paul Sartre, quand il définissait lui-même l'existentialisme, l'existence précède l'essence, l'homme a la responsabilité de construire son existence, et donc de s'affranchir de son essence, et de faire en sorte que ce qui le constitue, ses identités, ça ne soit pas simplement ce qu'il n'a pas choisi d'être, mais surtout ce qu'il a choisi d'être. Les choix qu'il a faits en termes intellectuels, en termes sociaux, quand il en a la possibilité. Bien sûr, parce qu'il faut qu'un certain nombre de conditions sociales soient réunies pour que l'homme dispose de suffisamment d'autonomie matérielle pour accomplir cet acte. On se doute bien qu'un certain nombre de personnes sur notre planète et dans notre pays qui vivent dans des conditions sociales particulièrement difficiles ne sont pas nécessairement en capacité de réunir toutes ces conditions-là. Mais donc, il y a cette idée universaliste de l'homme qui nous renvoie, ça va bientôt être la fin, c'est ça ? Qui nous renvoie aux problématiques d'aujourd'hui. Cette idée d'universalisme, elle a été, Charles Coutel l'a évoqué tout à l'heure, elle a été matérialisée dans l'ordre juridique à travers la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, article 1er. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Encore une fois, quelle que soit leur naissance, quelles que soient leurs conditions, quels que soient leurs héritages, quelles que soient leurs origines. Et puis, ça a été traduit dans l'ordre juridique international à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme, celle de 1948, 10 décembre 1948, et l'article 1er, que je vais vous citer en entier, dit la chose suivante: tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Magnifique, hein ? Alors, bon. Après, les juristes se querellent sur la portée de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, enfin leur portée philosophique, juridique, etc., la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui serait moins ambitieuse, bon bref. En tout cas, il y a cette idée donc, qui a été traduite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui nous permet en effet de tirer ce fil rouge depuis le XVIIIe siècle. Pourquoi aujourd'hui les francs-maçons et tous les citoyens humanistes doivent affirmer cet engagement universaliste? C'est parce que nous sommes confrontés aujourd'hui à un retour fulgurant, considérable, des idéologies essentialistes qui veulent enfermer l'homme, qui veulent assigner l'homme générique, à son passé,
à ses origines, à ses héritages. Et cette idée de l'homme, cette idée essentialiste de l'homme, elle a bien sûr été toujours défendue par l'extrême droite, ce que nous connaissons dans notre pays, ce courant politique qu'est l'extrême droite, parce que à partir du moment où 1789 est là, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tous les hommes naissent libres et égaux en droit, les contre-révolutionnaires de l'époque disent « mais c'est une aberration ». D'abord, il n'y a pas de droit de l'homme ne tient ses droits que de Dieu, premier élément. Deuxième élément, il y a des hommes qui sont faits pour obéir et d'autres qui sont faits pour diriger, parce que c'est ainsi. Et s'il y a un ordre social qui est institué depuis des siècles, c'est parce qu'il y a une nécessité à cet ordre social. Et donc il ne faut pas le chambouler. Et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen vient chambouler cet ordre-là. Et donc les contre-révolutionnaires s'inscriront en faux et voudront rétablir les hiérarchies ancestrales. Ils veulent toujours rétablir, à travers la royauté, à travers un certain nombre d'autres dispositions, cette idée donc d'ordre dans la société, de séparation entre les hommes selon leur naissance. Le problème, c'est que, et j'en viens en effet à ma conclusion, le problème, c'est que cette idée de l'homme, qui n'était portée jusqu'à il y a encore quelques décennies, quelques années, que par l'extrême droite, est aujourd'hui revendiquée par des courants très divers, et parfois même qui se parent du masque ou du revêtement du progressisme. Sous couvert de progressisme, eh bien, il y a un certain nombre de courants, qu'ils soient politiques ou religieux d'ailleurs, à la faveur du retour d'un certain nombre d'intégrismes religieux. Donc, il y a de plus en plus de courants qui veulent réinscrire l'homme dans cette logique. Et c'est ainsi que nous voyons, y compris dans notre pays, des logiques de lecture des rapports humains à travers la question de la race. Vous voyez, depuis quelque temps, comment, notamment dans les milieux universitaires, la catégorie raciale est revenue en force. Et elle vient accompagner l'idée selon laquelle on doit lire les rapports humains. Ce ne sont plus les rapports sociaux, comme les marxistes l'avaient porté au pinacle à partir du XIXe siècle et depuis, qui doivent primer, c'est la race, et donc l'essence, ce que l'homme n'a pas choisi. Et donc, face à cette propagation d'une lecture essentialiste des rapports humains, nous devons, en tout cas c'est ma conviction, franc-maçon et humaniste, porter haut et assumer clairement le combat culturel universaliste pour faire en sorte que cette idée essentialiste de l'homme ne continue pas à étendre sa funeste influence sur nos sociétés, parce que on sait ce que ça préfigure. Lorsque la société est catégorisée en races, eh bien, il y a toujours de bons théoriciens, ou de moins bons, pour vous expliquer que les races ne sont peut-être pas inégales, mais enfin, elles distinguent les uns des autres. Et donc, derrière cela, il y a l'idée qu'on ne peut pas vivre rassemblés, on ne peut pas vivre unis, on doit vivre séparés, parce que nos cultures ne sont pas identiques, parce que nos religions ne sont pas identiques, parce que nos origines, etc., etc. On doit vivre séparés, distingués, différenciés. Vous le savez, l'ambition de la franc-maçonnerie, et ça sera vraiment ma conclusion, comme je suis... Oui, je suis discipliné, hein. Comme l'ambition des francs-maçons, depuis qu'ils existent, c'est de rassembler, c'est de réunir, c'est de faire tomber les barrières. Je vous disais tout à l'heure, la loge, elle abolit les catégories du monde profane depuis le XVIIIe siècle. Eh bien, nous avons, au regard de cette histoire, au regard de ce corpus théorique qui nous constitue, nous avons plus que jamais le devoir de mener ce combat culturel pour l'idéal universaliste et pour l'idée universaliste de l'homme. Je vous remercie de votre grande patience.